Bonsoir et bienvenue pour Décryptage sur New Info. Les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont repris ce week-end en Angola. Les chefs de la diplomatie des deux pays sont arrivés à Luanda, la capitale angolaise, pour entamer un nouveau round des négociations, discussions qui visent à retrouver une solution, en tout cas pacifique, aux tensions persistantes dans l'est de la RDC, notamment en ce qui concerne le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des différents groupes armés, dont le M23. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et c'est la 4e fois qu'une telle rencontre a lieu à Luanda, en tout cas dans le cadre des recherches de solutions pour l'Est de la RDC. Tout à fait. Il faut rappeler que le président angolais a été choisi par l'Union africaine pour s'occuper de cette question entre la RDC et le Rwanda. Bon, il faut reconnaître également que malheureusement jusqu'à présent les choses ne font que se compliquer davantage, puisqu'au départ c'est le président Macky Sall qui était président en exercice de l'Union africaine. Il avait été désigné. On n'en était pas là où nous en sommes aujourd'hui, ni en termes d'avancée par rapport au M23, ni en termes d'implication du Rwanda sur le sol de la RDC. Donc l'Angola est en train de continuer à jouer son rôle. Assez difficile, il faut le reconnaître, mais je me dis que c'est une très bonne chose, parce que une guerre, il vaut mieux la terminer que de la poursuivre. Si l'Angola parvient, à travers des négociations, à faire en sorte qu'on trouve une solution par le dialogue, je me dis que c'est la meilleure chose, aussi bien pour la RDC que le Rwanda, au lieu de continuer dans une logique militaire qui va nous amener vers des lendemains qui sont carrément incertains pour les deux pays. Et est-ce qu'il y a des signes apparents tout de même d'une volonté à approuver les conditions, notamment le retrait des troupes de Kigali? On peut dire que c'est possible, puisque Kigali, en acceptant de négocier un retrait de troupes, mais indirectement, ça veut dire que le Rwanda reconnaît que ses soldats sont sur le sol de la RDC. C'est déjà une avancée par rapport au déni auquel on a fait face pendant fort longtemps, où Kagame dit carrément c'est un problème interne de la RDC, ça n'a rien à voir avec le Rwanda, alors que des études, des enquêtes, il y a vraiment toute une documentation qui prouve que pas moins de 3000 soldats rwandais sont sur le sol de la RDC. Ça ne fait plus l'objet de discussion aujourd'hui. Donc il y a ce pas qui est là, où le Rwanda accepte de discuter de retrait de ses troupes. Donc c'est une acceptation indirecte de la présence de ces troupes. La deuxième chose, le Rwanda a toujours accusé la RDC de soutenir les FDLR, qui sont des forces rwandaises qui sont contre le régime du président Kagame. C'est comme si on va vers une sorte d'échange. Tu neutralises mes adversaires qui sont sur ton sol, je retire mes troupes, certainement il y aura d'autres éléments de négociation lesquels on ne le sait pas encore. Mais il faut préciser également que ça, pour le moment, c'est les médias qui l'ont mis dans la rue. Aucune partie n'a reconnu officiellement cela. Les médias sont tombés sur un document qui est considéré comme un document top secret, négocié d'abord entre les services secrets des deux pays, et les gens pensent que ce document négocié entre les services secrets va servir de base pour la négociation entre les ministres des Affaires étrangères. On verra. Si ça se passe bien, on aura la bonne information. Si ça se passe mal, on aura comme d'habitude un communiqué laconique qui ne permet pas de savoir véritablement ce qui s'est passé. Il y a eu une fuite dans ce document relatif au plan de retrait, et cette opération nécessiterait l'implication d'une force conjointe. Mais comment est-ce que le Rwanda devrait-il encore participer à une opération visant à dégager ces éléments? Faut pas oublier que il y a déjà une force qui avait été prévue, dirigée par le Kenya au niveau de la zone. N'oublions pas que la MONUSCO, qu'à un certain moment on avait demandé de plier bagages, est toujours là. À un autre moment, quand ça a chauffé, on leur a demandé de ralentir alors qu'on leur avait dit d'accélérer leur départ. En fait, c'est toute cette complexité plutôt quand il y a un conflit, quand les gens se trouvent en position de force. Vous les voyez avec un certain nombre de positions. Mais quand ils se retrouvent en position de faiblesse, vous les voyez avec d'autres positions. Ici, il y avait bel et bien une force qui avait été prévue, et
ça venait des accords de Luanda, puisque, comme on dit, c'est la 4e fois, c'est pas la première fois. À partir de Luanda, il a été prévu d'amener des forces, dans un premier temps, qui devaient combattre avec les armes contre le M23. Ça avait créé des problèmes parce que la force devait, comme d'habitude, prendre les militaires dans les pays qui sont au niveau de la zone. Et le Rwanda même avait proposé d'amener des militaires, ce que les gens avaient refusé. Je crois qu'il y avait le Soudan du Sud, il y avait un certain nombre de pays que les Congolais avaient refusé. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé finalement. Ça n'a pas donné le résultat voulu, puisque ça s'est plutôt transformé en une force d'interposition que la RDC a finalement remis en cause. Est-ce qu'on va maintenant installer encore une nouvelle force qui servira à quoi? Moi, je me dis, il faut aller dans le sens plutôt de trouver des observateurs, tout simplement, pour constater un retrait de la part du Rwanda effectif sur le terrain et pouvoir faire en sorte que ces soldats ne reviennent pas sur le sol de la RDC, parce que quoi qu'on puisse dire, des soldats du Rwanda n'ont absolument rien à faire sur le sol de la RDC. Aucun argument du Rwanda ne peut tenir la route dans ce genre de situation. Et à ce stade, est-ce que chacune des parties a intérêt à ce qu'on parvienne à un cessez-le-feu? Mais bien sûr, le M23, c'est un cas pour la RDC, qui avait même été un peu oublié pendant plusieurs années, qui a ressurgi et qui a pris le devant. Alors que les ADF sont toujours là. Et le problème des ADF n'a pas été réglé. Le M23 est venu les éclipser parce que les ADF frappent et vont se réfugier quelque part, on ne les voit plus. Alors qu'au niveau du M23, vous avez une conquête progressive des territoires et ils vont vers Goma et les gens se posent des questions. Il ne faut pas qu'ils prennent cette ville-là. Malheureusement, de l'autre côté, malgré les déclarations du président Tshisekedi, malgré les déclarations des responsables de l'armée de la RDC, on n'a vraiment pas vu de résultat. On a plutôt vu une armée qui a plutôt reculé devant cette avancée, au point que même les populations, à un certain moment, ont été obligées de se prendre en charge elles-mêmes avec des structures d'autodéfense pour dire, mais si vous ne nous défendez pas, nous allons nous défendre nous-mêmes. Mais ça fait que dans ces conditions, mais trouver une solution, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez comment le Rwanda aujourd'hui est larisé à l'échelle internationale comme un pays qui agresse un autre pays. Ben, nous sommes sur le continent africain. Moi qui suis un partisan à 100% de l'Union africaine, mais comment on peut faire de l'Union africaine quand un pays africain traverse la frontière d'un autre pays africain pour soutenir des groupes rebelles contre un pouvoir qui se trouve en place? Mais on n'aura pas d'Union africaine dans ces conditions. Ou bien s'il y en a, ça sera une Union africaine sous forme d'hypocrisie et ça ne servira absolument à rien pour les peuples africains. Parce que quand on parle d'Union africaine ici, c'est pour que le continent se développe, c'est pour que les populations africaines puissent se retrouver à l'aise chez eux, parce qu'il y a sur le continent africain de quoi pouvoir permettre aux Africains de vivre comme il se doit. Mais c'est des potentialités qui n'ont pas été exploitées de la manière idoine. Et c'est la 4e fois que les protagonistes, en tout cas, se retrouvent sur une table de discussion pour négocier de nouvelles conditions pour un retour de la paix dans l'Est de la RDC. Une rencontre qui devrait durer plusieurs jours, mais à quoi peut-on s'attendre cette fois-ci? Puisque la rencontre dure plusieurs jours, espérons que les vrais problèmes vont être posés, parce que c'est quand on pose les vrais problèmes qu'on parvient à avoir les vraies solutions. Quand on contourne les problèmes, souvent on a de petites solutions. Il peut y avoir de l'espoir parce que n'oublions pas qu'il y a déjà eu un accord de cessez-le-feu. Ce qui pendant longtemps a été très difficile à obtenir. C'est vrai que finalement ce cessez-le-feu a été violé, mais ça montre qu'on peut trouver un accord. Parce que d'habitude quand on négocie, c'est par cela qu'on commence pour arrêter la guerre, c'est-à-dire qu'on arrête par un cessez-le-feu, il n'y a plus de combat. Et l'absence de combat favorise une négociation qui permet de trouver une solution. S'ils parviennent à trouver un cessez-le-feu, c'est déjà une très bonne chose parce que c'est toute une économie si on trouve une solution par la médiation. En vies humaines d'abord, en personnes blessées, en économie qui sont là en train d'attendre que les situations se régularisent pour que l'économie puisse poursuivre son chemin, mais également en termes de relations entre des pays qui habitent dans le même espace, qui partagent la géographie, parce que quoi qu'on dise, la RDC ou le Rwanda, je ne crois pas qu'un des pays va se lever et puis partir et laisser l'autre sur place. Mais il y a autant de raisons qui font que trouver une solution par le dialogue est vraiment la meilleure chose, aussi bien pour la RDC, pour le Rwanda et même pour l'Afrique.
Et la Maison-Blanche annonce une première visite africaine du président américain Joe Biden, un voyage en Angola. Dans quel contexte justement intervient cette visite? Il y a deux choses dedans. On parlait tout à l'heure de cessez-le-feu. Les Américains ont appuyé l'Angola dans les négociations pour obtenir le cessez-le-feu. Dans ces négociations, ils pourraient également appuyer l'Angola pour trouver une solution, parce que les Américains font partie aujourd'hui de ceux qui disent au Rwanda de retirer leurs troupes de la RDC de façon très claire. Ça, c'est déjà un aspect qui, si on le lie à ces négociations, permettent aux États-Unis de pouvoir faire quelque chose, même si je ne trouve pas ça important pour l'Afrique. La deuxième chose, il a toujours été reproché à Biden d'avoir ignoré le continent africain. Et puis, puisque depuis Barack Obama, aucun autre président américain n'a foulé le sol américain. Tout à fait. Enfin, africain, pardon. Depuis 2015. Ça fait fort longtemps. Non seulement ils ne viennent pas sur le sol africain, mais on ne sent pas que l'Afrique ait une préoccupation véritablement. Ni dans les discours. Il y a la campagne électorale actuellement. Combien de fois vous avez entendu parler? Pourquoi ces rapports sont si faibles entre les États-Unis et l'Afrique? Les États-Unis avaient par rapport à l'Afrique une option partenariat-collaboration. Mais dans la guerre économique, dans la guerre diplomatique des États-Unis contre en particulier la Chine et la Russie, ils sont aujourd'hui en train de perdre le continent africain. Raison pour laquelle ils sont en train de se réinvestir sur le continent africain. Tout le monde connaît le sommet États-Unis-Afrique, c'était avec Biden. Mais auparavant, il n'y avait pas de sommet États-Unis-Afrique. Mais les Américains sont en train de vouloir s'installer, pas seulement pour les ressources qui se trouvent sur le continent africain, mais dans la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au continent africain. Ils sont dans cette logique-là. Au niveau de la presse américaine, d'ailleurs, Biden a beaucoup été critiqué sur ce plan-là, parce que les gens considèrent que les Chinois et les Russes sont en train de damer le pion aux Américains sur cet espace. L'autre intérêt, ça peut être des investissements que les Américains ont fait pour un chemin de fer qui va passer par cette zone et qui a besoin de sécurité pour pouvoir transporter le cobalt, tout un ensemble de matières qui sont là-bas. Mais si la zone est en période de guerre, ce chemin de fer, même s'il voyait le jour en termes d'infrastructure, il ne risque pas de servir à grand-chose à cause de l'insécurité. Et la presse américaine parle de, je cite, réparation des relations avec l'Afrique. Mais pourquoi réparation? Est-ce qu'il y a des failles ou un déséquilibre, tout simplement? Il y a des failles. Quand vous prenez la guerre actuellement entre Israël et le Hamas, la position africaine, quand vous regardez le plus grand nombre de pays africains, leur position n'est pas du tout la position américaine. Les États-Unis ont même essayé de faire pression à l'époque pour condamner, amener les Africains à se mettre du côté d'Israël. Ça n'a pas marché. Quand vous prenez le cas de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. Les Américains ont plutôt eu tendance à faire pression sur les pays africains pour les amener à condamner la Russie. Alors qu'actuellement, l'élan africain aujourd'hui, l'élan de la jeunesse africaine en particulier, c'est de la souveraineté. C'est de permettre à l'Afrique de se prononcer, pas seulement sur des questions concernant l'Afrique, mais sur des questions internationales, mais en toute indépendance, en toute autonomie, pas sur la base d'une pression d'une quelconque puissance qui va demander au continent africain de prendre telle ou telle autre position. Mais sur ces deux événements, je trouve que la politique américaine n'a pas du tout été la bonne par rapport au continent africain. Mais ils ont effectivement besoin de venir, de réparer, de rectifier sur ce plan-là, parce que s'ils y vont de la sorte, cette guerre diplomatique qu'ils veulent mener, cette guerre économique qu'ils veulent mener contre la Chine et contre la Russie, elle ne marchera pas du tout, parce que la Russie et la Chine ne sont pas venus imposer aux Africains de dire s'ils sont d'accord ou pas par rapport à ces deux conflits et par rapport à d'autres événements dans le monde. Et si tout est mis en place, donc ce voyage pourrait intervenir avant la présidentielle américaine? Tout à fait, puisqu'il n'est plus dans la course, il doit pouvoir le faire, d'autant plus que c'est un voyage qui était prévu avant. Dans l'agenda, le voyage devrait avoir lieu à peu près un peu avant le 7 octobre. Et la situation de conflit entre Israël et la Palestine a fait que finalement, il n'avait pas fait ce voyage. Bon, puisqu'il n'est plus candidat, il a moins de contraintes par rapport à la campagne électorale. C'est une façon pour lui, si on peut l'appeler ainsi, de se rattraper
pour un voyage qui avait été prévu et qui n'avait pas été fait. Et le fait que ce voyage n'ait pas lieu par rapport à une crise liée à Israël montre comment, j'allais dire, Israël est plus important que le continent africain. Merci, Bouba Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage.